Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une petite introduction très particulière avant la vidéo que vous allez voir. Sachez que cette vidéo-là a déjà été publiée sur une autre chaîne, Querelle, et j'ai décidé de réutiliser toutes les vidéos. Elles ont une politique éditoriale qui correspond parfaitement à Microciné, et je voulais donc absolument qu'il y ait une continuité. Deuxièmement, parce que toutes ces vidéos-là, il y a eu un véritable travail rédactionnel, un investissement aussi très profond, très particulier, et je voulais donc bien évidemment ne pas les mettre de côté. Et troisième raison, parce que ces vidéos-là m'appartiennent, et donc j'estime qu'elles doivent être chez Microciné. Voilà, donc vous êtes au courant de tout, ça s'appelle Replay. Je vous souhaite une très bonne journée, en compagnie donc de la personne que vous allez voir maintenant, ou de la thématique. Et puis, n'hésitez pas, commentaires, suggestions, like, dislike, vous faites ce que vous voulez. Ayons quand même toujours ce dialogue. Voilà. À très vite. Autant que tu t'en souviennes, quelle est l'image qui t'a le plus marqué, la première image qui t'a le plus marqué? C'est vrai, c'est une image précise d'un film, parce que pour moi, alors c'est une précision sur la question, c'est une image au cinéma ou une image en général, ça peut toucher à la télé ou ça peut toucher quelque chose, c'est un contexte ou En général. en général. Moi, parmi les choses en fait, j'ai beaucoup d'images quand j'essaie de réfléchir à ça, j'ai du mal à mettre dans l'ordre quelle serait la plus lointaine, mais j'ai plusieurs ordres d'images. Celle qui me revient le plus, c'est quand même celle du cinquième élément que j'avais vu au cinéma. Euh, je, je me rappelle que ça avait été je pense que ça a été un des premiers films de ce genre-là que j'avais vu au cinéma, c'est-à-dire plus lointain encore. Je me rappelle, à part Le Bossu de Notre-Dame peut-être, je me rappelle pas être allé souvent au cinéma. Et je me rappelle que le cinquième élément, ça m'avait marqué. Alors il y a plein d'images qui m'ont marqué dans ce film-là, mais je me rappelle l'image du tout début, vraiment le tout début du film, où il y a cette espèce de gigantesque désert, et on voit le vaisseau extraterrestre arriver, et on voit une sorte de base arriver dans le vaisseau, et qu'on se rend compte que, en fait, quand on recule, on se rend compte que l'espèce de, je sais plus si c'est une maisonnette faite de briques, et qu'on voit en fait que le vaisseau est gigantesque en fait. Je me rappelle que c'est une image qui m'a vraiment marqué. Bah déjà parce que quand j'allais au cinéma à cet âge-là, je sais plus en quelle année c'est sorti, mais je devais avoir 6 7 ans, c'est sorti en 96, 97. À peu Euh, près, oui. et ben je n'avais aucune idée à chaque fois des films qu'on allait voir. Je n'avais aucun indice. Je voyais juste le titre, l'affiche, qui ne révélait pas tellement au fond, et que je voyais un peu de loin. Donc je n'avais aucune idée quand je me rappelle assez bien quand j'étais petit, je regardais, je voyais une image dans le désert, je me disais ok ça va être un film historique d'époque et tout, et là paf, un gigantesque vaisseau alien, et ça m'a scotché et je savais que j'allais aimer le film en fait, et ça m'a tout de suite transporté. Et c'est mon plus lointain souvenir d'une image aussi impressionnante sur un grand écran euh, que j'ai pu voir. Donc ça, je dirais, c'est une des images ouais, qui me revient le plus. C'est intéressant en parallèle parce que les images que j'ai le plus de films, c'est plus quand je les regardais à la télé avec mes parents. Et avec mes parents, les images qui me reviennent le plus quand j'étais plus jeune, c'était des images qui n'étaient pas du tout fantastiques en fait et qui étaient même assez adultes, de films assez parfois sombres, plus de films d'époque. C'est-à-dire les films qui m'ont marqué vraiment dans mon enfance, c'était Cyrano de Bergerac. Mhm. Euh, La C'était version avec, pardon de t'avoir interrompu, mais la version avec Gérard Depardieu tout à fait de Rapno. de Euh, Rapino, d'accord. la version aussi, par exemple, Le Nom de la Rose, qui m'a vraiment Oui. marqué, que j'ai vu très très jeune, que j'ai vu peut-être trop jeune pour l'époque, mais qui m'avait... et aussi un film très peu connu, j'en profite pour en caler un toujours, Oui. c'est Nostradamus, avec Checky Cario qui joue Nostradamus. C'était un Et téléfilm, ça, je crois. C'était pas un crois que téléfilm nous, on l'avait en VHS. On l'avait en VHS et ça devait être un téléfilm. Ouais, c'était un petit budget à mon avis, mais ça m'avait Ouais. vraiment marqué parce on voyait, et c'était assez limpide pour moi malgré le scénario. Enfin, le fait que c'était le personnage qui essayait d'utiliser de la vraie médecine quand on voyait la Mhm. peste, c'était assez terrifiant. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué dans mon enfance. Ouais. Quand tu dis je ne savais pas, quand tu parlais de ton expérience en tant que spectateur lorsque tu as été voir le cinquième élément de Luc Besson, et que tu dis à un moment je ne savais pas ce qu'ils allaient m'emmener, ce qu'ils allaient me faire voir. Ils, c'est général, j'imagine tes Mes parents. parents, oui, tout à fait. Est-ce que ce sont eux tes premiers véritables passeurs?
Oui, oui, je pense que oui. Alors même s'ils sont pas du tout dans le cinéma, ils l'ont jamais vraiment été. Mais pour nous, quand j'étais petit, pour nous c'était, ça faisait partie des hobbies en fait, des passe-temps sympas. C'était d'un côté aller de temps en temps au cinéma quand il y avait des grands films qui sortaient, et d'un autre les films qui à l'époque où justement où il y avait sur TF1, je crois, il y avait toujours le cinéma du lundi soir, du mardi soir. Il y avait toujours des grands films qui passaient à cette époque, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Et du coup, on tombait sur des perles et ils achetaient aussi des VHS ici et là. Donc oui, ça a été quand même, ouais, dans la famille, en fait, ça a quand même été assez vite. Après, j'ai fait mon bonhomme de chemin à partir de là. Oui. Et j'ai un peu dépassé parce que je suis le seul à vraiment être dans le cinéma dans ma famille. Mais oui, c'est un peu vers eux que ça s'est lancé il y avait quand même il y avait vraiment un plaisir, en tout cas, à voir de grands films. Et Et c'est, hmm. oui, pardon, je t'en prie. Je Oui, t'en non, je prie. disais, et c'est aussi eux qui m'ont aussi donné les bases du langage, j'ai senti, les bases de la compréhension. C'est-à-dire, je sais que les films, ben, justement, comme Cyrano, c'est des films que si je les avais vus tout seul, je sais pas si j'aurais saisi autant de choses. Je me rappelle, moi, un de mes souvenirs les plus anciens, c'était souvent que j'étais, comment dire, en train de regarder le film, et souvent mon père surtout. Après, c'était mon frère plus, mais mon père en fait m'expliquait au fur et à mesure ce qui se passait dans l'histoire. Il m'aidait à détailler, il m'aidait à repérer les points, et du coup, l'histoire devenait très très claire pour moi. C'est-à-dire que du coup, j'ai presque moins saisi certaines choses en le revoyant beaucoup plus tard que en le voyant justement et juste en ayant l'expérience des yeux avec deux, trois petits points de repère de mon père parfois par rapport au film, par rapport à ce qui se passait, en disant voilà, là tu vois, il a vieilli, il est plus très, voilà, là il s'est pris les gens vont essayer de l'assassiner, là il est blessé, machin. Enfin, il expliquait même des détails assez forts, mais ouais, c'est ça qui m'a pas mal marqué dans mon enfance en tout cas avec le cinéma. À partir de quand tu commences à, comment dire, te rendre compte que le cinéma, c'est peut-être aussi autre chose qu'un simple outil de divertissement. Ça peut être aussi autre chose et que les films, comme tu dis d'ailleurs dans une de tes vidéos, sont là non pas pour expliquer, mais pour montrer. À partir de quel moment tu commences à penser autrement le cinéma? Ah bah, je suis passé par beaucoup de phases, mais en fait, une des choses qui m'a le plus marqué, qui m'a plus mis dans la réalité du cinéma, c'est quand j'ai commencé à essayer d'en faire, en fait, tout simplement. Euh, D'accord. le simple fait d'avoir commencé à essayer d'en faire, j'ai rapidement saisi, en fait, et c'est une chose que je pense qu'on est beaucoup passé par là. Et je pense que des gens encore aujourd'hui, en fait, ne réalisent pas en fait, la difficulté qu'il peut y avoir dedans. En fait, le fait que les images ne s'assemblent pas toutes seules, le fait que enfin tous ces petits médias qui se découvrent, tout le son, la lumière, l'installation du cadre, comment créer une ambiance. Ça s'est fait, en fait, c'est rapidement en faisant mes premiers courts-métrages que vraiment j'ai vu. Bah, c'est oui, c'est le fait de pratiquer. Je trouve que ça a toujours été la meilleure leçon. Moi, j'ai toujours été très kinesthésique. Ça a toujours été vraiment avec le fait de faire les choses que j'ai pu apprendre. J'ai jamais réussi à écouter un cours jusqu'au bout ou à apprendre par cœur des choses. Moi, ça a toujours été avec les choses entre les mains. Et c'est quand j'ai commencé par moi-même avec une caméra que j'ai commencé tout de suite à voir en fait à avoir toutes les difficultés, mais qui étaient des challenges aussi, et à voir et à me rendre compte en fait du travail que ça demande. Oui. Tu es autodidacte ou tu es passé par une école de cinéma ou une fac de cinéma? Je suis passé par alors au lycée j'ai eu une option cinéma, ce qui était une petite option mais qui était super parce qu'il y avait quand même accès à un petit peu de matériel. C'était des caméras mini DV, mais c'était déjà super. Et le fait que c'est aussi que c'est grâce à ça que j'ai eu aussi les bases de base du montage. C'est-à-dire, c'est vraiment, je me rappelle, on a eu un cours où ils nous ont expliqué en deux, trois choses les bases de Adobe. Et à partir de là, en fait, j'ai continué tout seul, en fait. Mais j'ai fait une fac de ciné aussi où j'ai fait une licence, mais qui pour moi était ça a plus été un milieu pour rencontrer des passionnés que les cours en eux-mêmes, même s'il y en avait des très intéressants. Moi qui n'ai jamais été scolaire, j'arrivais pas. C'est-à-dire, j'ai quand même fini l'année, mais j'avais beaucoup de mal, ouais, parce que c'était justement, ça manquait clairement de pratique et c'était très. Alors même si la théorie reste intéressante, mais ouais, mais après c'est mon expérience. Après il y a pas si longtemps, j'ai fait une école d'acteur parce que c'était en fait à la base c'était l'actorat qui m'intéressait plus que d'autres médias. Au début, je voulais être réal, mais ensuite actorat. Ensuite, j'ai toujours touché un peu à tout. Mais je sais que l'actorat c'est une chose que j'aime vraiment le fait d'incarner des personnages, de créer des personnages, donc ouais, après mais c'est ça ma plus récente expérience. C'est l'année dernière, j'ai fait une année à une école d'acteur.
D'accord. Mais tu vois, tu parles de personnages, c'est très troublant et intéressant à la fois parce que lorsqu'on voit tes vidéos, je trouve moi qu'il y a deux personnages. Il y a un que l'on voit, donc face caméra, Ouais. propre sur lui, un tantinet un peu prétentieux, égocentrique, un humour pince sans rire. Et puis tu en as un second qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Alors lui, par contre, c'est autre chose. C'est quelqu'un de très savant, très sérieux, très concentré. Et comme si c'était la fiction contre le documentaire ou je ne sais quoi. Mais alors, première question. Alors, il y a deux questions par rapport à cet aspect-là que je Ouais. trouve vraiment saisissant. La première, c'est est-ce que pour toi, c'était fondamental de travailler tes vidéos de cette manière? Et la deuxième question, est-ce que ne crains-tu pas, parce que ne crains-tu pas que la part de ce personnage que l'on voit, comment dire, contredit la voix off très savante? Voilà, juste Mhm. prends Euh, ton temps. Bah sur le fait, je n'avais pas imaginé exactement, j'avais pas vraiment, j'avais si j'avais quand même une idée conçue de la façon dont je voulais faire mes vidéos, mais je pense, alors je sais pas si c'est pareil pour les autres youtubeurs, mais qu'une partie c'est le fait que le format de la vidéo et le type de vidéo et l'évolution de la vidéo a pris forme plus par elle-même en fait naturellement. C'est-à-dire quand j'ai fait mon premier épisode, à la base je suis un peu parti c'est-à-dire je n'avais pas de plan parfait en fait. Je n'avais pas encore le squelette de mes épisodes qui c'est quand même vraiment qui se voit tout au long. J'ai quand même gardé la même structure. La première structure était un peu, elle était pas improvisée. J'avais quand même des choses dont je voulais parler, mais le fait de l'organiser, j'avais pas vraiment prévu. Je savais que je voulais faire des interventions humoristiques également face caméra, ça c'était sûr. Je voulais une mise en scène. Je voulais quelque chose vraiment avec une ambiance. Mais après, je n'avais pas, même sur la forme que tu dis, sur le côté des deux personnages, ça c'est venu vraiment de lui-même en fait. Le fait que je développe un peu plus. Le fait que j'avais envie de bien exprimer en fait les idées de ce qui me passionne dans les films dont je parle. Et du coup, sans le vouloir, hein, j'ai parlé de façon un peu plus littéraire, en fait un peu plus écrite. Et c'est ça qui fait cette différence, je pense, entre le côté plus joué et plus oral de mes personnages et le côté voix off qui est quand même un peu plus écrit, inévitablement, un peu plus écrit. C'est intéressant parce que c'est des choses que des fois j'essaie automatiquement de mélanger, parce que dans certains épisodes aussi, il y a des moments où des répliques que je fais en fait vont suivre le même rythme, dans le fait que des fois je vais faire des interventions qui parfois vont juste faire un effet de transition plus qu'un gag ou quelque chose comme ça. Mais après, c'est vrai que j'ai remarqué assez récemment en fait cette espèce d'écart entre la voix off et le personnage. Pour moi, c'est pas choquant. Pour moi, surtout en fait parce qu'autour de moi, j'ai vu que personne n'a été choqué, que ça venait naturellement. En fait, même les choses sur lesquelles j'ai été un peu effrayé au début, sur le format, sur certaines choses, sur de nombreux aspects dont j'étais plus pas très sûr et je me disais mince, ça a pas marché. Justement, sur les retours que j'avais autour de moi, ça ne choquait pas. C'est-à-dire que les gens acceptaient la forme en fait, quelle qu'elle soit. C'était en mode ok, c'est comme ça que la vidéo se fait, c'est comme ça qu'elle se construit et ça, ça coulait de sens pour eux en fait. Donc là-dessus, j'ai souvent quand j'essaie des choses nouvelles, j'ai plus des appréhensions un peu en me disant j'espère que ça va pas passer, j'espère que ça va pas détourner l'attention du spectateur. Mais je vois que généralement, justement, c'est ça qui est assez agréable, c'est que les gens vont ou pas suivre le flow, mais en tout cas ceux qui le suivent ne vont pas avoir de problème avec ça. Et puis c'est très drôle, surtout. C'est Ah, euh, merci. c'est assez drôle. Mais j'ai l'impression que pour le fait d'utiliser cet aspect de la mise en scène, parce qu'il y a quand même une sacrée mise en scène dans tes vidéos, Mhm. euh, mise en scène, j'entends pas par là mise en scène, à savoir la direction d'acteur, ou ça peut être aussi la direction artistique, c'est la voix, c'est le texte, c'est tout cela. J'ai l'impression que c'est ce qui te permet davantage de prendre beaucoup de distance aussi avec le film que tu vas développer, que tu vas parler, que tu vas disséquer. J'ai l'impression que cette possibilité-là enfin, ça te donne la possibilité, pardon, d'avoir une sacrée distance, un sacré recul. Et en fait, c'est comme si tu étais une espèce d'intellectuel qui ne se prend pas au sérieux, dans le sens où je vais livrer une part d'intellect, donc un moment de partager comment j'ai ressenti ce film et comment je le vois, et surtout comment ce film me regarde aussi. Et à partir, mais je vais le faire à ma manière en utilisant une autre façon de mise en scène. Et je trouve que c'est une distance que tu installes et qui donne et qui intéresse d'ailleurs, qui intrigue beaucoup. Une distance vis-à-vis du film ou de moi-même? Une distance vis-à-vis de toi-même par rapport au film, parce qu'il y a Ouais. comment dire,
Et tu imagines bien que dans l'univers extraordinaire et torturé des youtubeurs et youtubeuses, il y a beaucoup de manières. Les manières sont différentes pour pouvoir Oui. parler d'un film. Et, euh, et je trouve que certains et certaines ne prennent pas suffisamment cette distance. Donc, ça peut donner un côté un peu intriguant. Et d'autres ont cette distanciation avec le film, entre eux et le film. Et ça permet en même temps de faire en sorte que tout le monde peut être sensible à cela. Parce que toi, les films que tu traites dans tes vidéos sont liés à un genre bien spécifique et qui peut dérouter certains, qui peut même ne pas intéresser. Mais cette distance permet au contraire d'universaliser la chose, de la rendre beaucoup plus démocratique. C'est intéressant parce que d'un côté, alors bah, viser la distance film, oui, parce que moi les films qui m'intéressent, c'est surtout ceux en fait dont on ne parle pas assez et où Oui. et à qui j'ai vraiment envie de rendre justice, mais où je me dis, en tout cas, ça permet aussi aux gens je me dis, ça permet aux gens de découvrir aussi des films qui sont soit oubliés, soit justement le côté nostalgique, mais d'autres qui sont vraiment passés inaperçus. Il y en a vraiment, que j'ai découvert, et je pense qu'on a tous découvert ici et là des fois des films totalement inconnus au bataillon ou complètement oubliés. Mais sur la question de la distance, c'est intéressant parce que je pense que c'est plus une question de mise en scène. Je pense que quels que soient les personnages qu'on construit, pour les youtubeurs comme moi qui vont construire plus des personnages et donner un aspect un peu plus fiction, ou pour les personnes qui vont vraiment s'incarner eux-mêmes, même s'ils vont mettre un pseudo, mais qu'on va sentir qu'on va voir en dehors, qui sont à peu près les mêmes dans la vraie vie. Je pense qu'il y a toujours la même connexion. Je pense que même si on crée des personnages, enfin j'ai remarqué, c'est une impression que j'ai sur YouTube, mais là je parle vraiment par rapport à ma propre expérience, Oui. que Mm. c'est quand même des personnages qui sont, ce n'est pas le même niveau que de créer que font les acteurs au cinéma. Je pense c'est le fait qu'on est quand même très connecté à ce personnage. C'est quand même un gros parallèle à nous-mêmes. Moi, en tout cas, mon personnage, même s'il a le côté pince sans rire et le côté, même si je lui donne des aspects un peu particuliers, c'est techniquement une satire de moi-même en fait. Parce que Mhm. j'ai un côté, justement, sans le vouloir, j'ai un côté un peu guindé parfois. Enfin, c'est ce qu'on me dit en tout cas. J'ai, comment dire, j'aime bien justement, je suis très fan de l'humour cynique, un peu pince sans rire. Je suis très fan du burlesque, mais c'est en fait, ça reste une version de moi-même que j'expose sur le film, quoi. Même si enfin, sur mes vidéos, même si je fais des exagérations, même si je fais mon personnage un peu extrême parfois, ce que je trouve drôle, c'est vraiment ce qui me fait rire. Pour moi, c'est d'aller dans certains interdits justement, tout en faisant attention parce qu'on est quand même aujourd'hui, c'est assez délicat aussi. Vis-à-vis de l'humour, il y a des choses que j'ai dû des fois couper et censurer en fait de certaines versions en me disant ok ça va être trop limite, c'est la première fois aussi que je me mets sur une plateforme aussi grande, que je me mets vraiment sur le net en fait, à part quelques courts métrages, mais où ça personne les a vus justement. Donc ça c'est intéressant vis-à-vis de la distance. C'est ça sur la distance justement par rapport à ces choses-là, sur le fait qu'il faut faire attention justement sur comment on s'exprime et sur quelle part les gens peuvent prendre plus ou moins sérieusement. Et et après, voilà. Après, vis-à-vis de la distance du film, je sais qu'une des choses justement que j'essaie de faire, c'est justement de faire un peu l'inverse. Ce que j'essaie, c'est vraiment de rapprocher les gens sur qu'est-ce que le film, en quoi le film m'a ému, les émotions que le film a réveillées en moi. C'est pour ça qu'il y a des moments aussi dans la voix off où en fait, souvent vers la fin, quand je vais dans des conclusions, je vais souvent dans la partie un peu plus sensible de vraiment ce qui m'a touché Mm. dans le film, de vraiment ces choses où vraiment là, par contre, c'est le moment où je me dis, surtout en voix off, ce qui est plus facile bien sûr, mais où j'essaie vraiment de m'ouvrir en fait et d'être sincère avec le spectateur justement, tout en faisant de l'humour, réussir à contrebalancer entre la partie totalement fictive où j'ai envie de créer un personnage et de faire rire ou d'intéresser, et la partie où là c'est vraiment moi qui parle. Et ça fait cette espèce de personnage un peu méta justement, je pense que beaucoup de youtubeurs créent à mon avis. Mais oui, c'est intéressant soit de travailler justement sur la question de distance comme tu dis. Ouais. Et puis cette distance aussi, je trouve il y a aussi un autre aspect, c'est que pratiquement toutes tes vidéos débutent par un court-métrage. Et Oui, alors, tu vas me dire, oui, mais les séquences sont extrêmement courtes, mais tu sais aussi bien que moi que voilà, que même si ça dure 1 minute, c'est un court-métrage. Mais pas quelque chose qui a été fabriqué, un truc vraiment très sérieux, très pensé, avec une véritable direction d'acteur. Par exemple, la dernière vidéo sur Strange Days, c'est oui, très très drôle et en même temps, je ne sais pas combien de prises vous avez fait, mais c'est vachement bien joué et oui, c'est passionnant à voir. C'est assez, il y a, comment dire, il y a des moments parfois quand on voit ce genre de travail
euh, ce genre d'introduction avant que le youtubeur commence à parler, parfois on sent que ça a été souvent assez bricolé. Il y a parfois une seconde de trop alors qu'il aurait dû peut-être couper avant. Non, non, là c'est vraiment bien léché, c'est vraiment bien travaillé. Tout de suite on comprend que voilà, le rapport à l'image que tu entretiens n'est pas un Ouais. rapport qui est très créatif et que certainement en parallèle tu fabriques des films. Ça on le sent très bien, mais je trouve que et en plus de ça, ça aussi, ça donne une espèce de passerelle avec le film que tu vas parfois dans ton temps, Oui. voilà, que tu vas aussi. Est-ce que ça, c'était pour toi d'emblée fondamental que tu insères dans tes vidéos? Alors à la base, pas du tout. À la base, en fait, moi, je voulais quand même toujours faire une petite intro humoristique, mais justement, si on voit l'épisode 1, c'est vraiment quelques secondes, c'est Ah vraiment un oui, seul plan. À la c'est base, très moi, drôle. C'est très drôle. merci, j'avais prévu de faire que des formats comme ça, en fait. Et ça, c'est le piège quand on crée, c'est le fait que après, souvent, au fur et à mesure de toutes mes intros, à chaque fois, mes intros, en fait, ça me prend autant de temps que la partie principale, généralement. Et c'est des choses que j'essaie souvent, en fait, de réduire, en fait. J'essaie vraiment de les simplifier, de les raccourcir, de couper dedans pour avoir quelque chose de vraiment simple, juste une idée, un petit gag éventuellement, une petite part créatrice et paf, on y va. Et justement, les vidéos comme la dernière, c'est des choses que j'avais pas du tout prévu, parce que ça a demandé plus d'énergie, que prévu à chaque fois. Mais c'est venu assez vite. Aussi parce qu'il y a certaines choses qui ont moins bien fonctionné, c'est-à-dire, entre mon premier et mon dernier épisode, il y a eu des changements. C'est-à-dire, mon premier était très efficace. Le deuxième, j'ai vraiment mis une mise en scène pour la première fois avec un autre acteur. Et c'est la vidéo qui a le moins bien marché, alors, je pense pas que ce soit qu'une question de ça, mais je sais que c'était encore trop tôt pour faire de grosses mises en scène et de grosses constructions pour un personnage qui n'a pas encore vraiment de public et à qui on peut pas vraiment s'adapter. Donc il y a eu et donc j'ai toujours essayé après de vraiment faire des versions très raccourcies de mes intros, de faire vraiment juste une petite idée et elles finissent toujours quand même par dire même une minute. Pour moi, ça reste long en fait. Ça fait quand même une intro Mmh. à conséquence. Après c'est aussi ce qui fait que ça s'est développé, c'est justement parce que je sentais qu'à chaque fois que j'essayais d'écrire des intros comme ça, au bout d'un moment, j'avais quand même envie de garder le principe de l'intro et de la petite conclusion aussi derrière, post-générique. Mais à chaque fois, j'essayais de me limiter. Et souvent, les gens qui travaillaient autour de moi me disaient ne te limite pas en fait. Parce qu'en fait, j'essayais souvent de faire par rapport aux moyens que j'avais, par rapport au temps que j'avais, par rapport au temps des personnes qui m'aident, et de me dire ok, je n'ai pas envie de me lancer dans une semaine de tournage ou des choses de malade juste pour une intro. J'ai envie de faire quelque chose de simple, efficace, qui n'a pas demandé d'énergie, qui n'a pas demandé trop de temps à ceux à qui j'en demande. Et ce qui était bien, c'est que les gens autour, ils partageaient cette passion, ils étaient intéressés par ce que je proposais. C'est presque la partie qu'ils préfèrent faire avec moi parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et, euh, et du coup, je me suis un peu plus lâché sur les dernières, du coup, surtout sur les trois dernières, sur le fait d'avoir vraiment créé. Après, il y en a certaines, c'est la dernière de Strange Days. On a galéré parce que j'étais pas du tout sûr que ça du résultat en fait. On a été parce que c'est toujours une grosse prise de risque. C'est ça qui est le plus effrayant vis-à-vis des intros, c'est toujours des grosses prises de risque parce qu'à chaque fois c'est des mises en scène différentes, des ambiances différentes. Le fait de la question des moyens, le fait de construire les accessoires, ce genre de choses, c'est des choses qui font en fait c'est des sources de stress un peu qui peuvent venir assez rapidement et c'est des choses que j'essaye d'éviter. Mais après avec du recul, je pense que ça vaut la peine de se mettre dans ce genre de challenge parce que même si le même si le résultat ne va pas forcément payer là où on voudrait, ça va quand même être une expérience enrichissante et je pense que ça apporte quelque chose, ouais, ça apporte un petit plus à la vidéo, enfin de ce que tu me dis, en tout cas ça me rassure. Alors, question un peu saugrenue, mais est-ce que tu es ce genre de youtubeur qui ne privilégie pas forcément le nombre de vues? Ouais. Alors ça c'est Parce le que, alors ouais, pourquoi? Pardon, alors, je suis désolé, je t'interromps, mais c'est de ouais, ma faute parce que j'aurais dû continuer dans ma question. En fait, pourquoi? Parce que tu publies une vidéo par mois, si je ne me trompe ouais, pas. ouais. On essaie Ça, de tenir, déjà, ouais. c'est assez énorme. Et non pas que je suis outré ou choqué ou quoi que ce soit, mais je trouve ça assez intéressant. Quand on voit tes vidéos, on comprend aussi pourquoi. Parce qu'en plus de la direction artistique, de la mise en scène, pardon, il y a aussi un véritable travail sur le texte, sur le montage, sur l'utilisation de la voix, il y a tout cela. Donc, c'est une fois par mois. En plus de ça, tu n'es pas tout seul à faire tes films. Donc, il y a aussi un engagement de chacun et chacune avec toi. C'est pas évident. Donc, une fois par mois. Et tu as commencé, je crois, fin 2019, je pense, si Non, je me en trompe fait, pas. mon premier post, c'était mon teaser et c'était janvier, en fait. Donc, voilà, J'ai vraiment commencé en janvier. C'est vraiment commencé en en, 2020. en janvier. Et Mm.
Et comme tu le sais, cette conversation que nous avons fait partie d'une émission qui s'appelle Fait croquer, dans Ouais. l'idée de discuter pas forcément qu'avec des youtubeurs ou des youtubeurs, mais aussi avec des revues en ligne de cinéma, comme Cinématrack par exemple, ou Chronic Art, des choses comme ça. Enfin, Mhm. Critic Art, parce que Chronic Art n'existe pratiquement, n'existe plus, je pense. Et donc, par rapport au monde de YouTube, il est vrai que beaucoup d'entre eux sont extrêmement, enfin, leur création est axée autour du nombre de vues, ce qui donne parfois donc souvent une vidéo par jour. Oui. Et quand je vois, et oui, oui, mais c'est assez incroyable. Ouais. Pourquoi pas? C'est assez incroyable. Et quand je vois toi ce que tu fais, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui forcément arrive en deuxième ou troisième position, quoi? D'où la question, est-ce que tu es un youtubeur qui est très sensible à cet aspect-là? Bah, ça, c'est chiant. C'est ça le côté un peu traître de YouTube, c'est que ça va être, enfin, c'est ma théorie, mais pour moi, en tout cas, c'est un peu inévitable que on regarde quand même le nombre de vues, on est quand même accroché à ça. Alors qu'à la base, c'était pas, à la base, moi, je me suis lancé surtout parce que j'avais envie de créer et j'avais envie de créer quelque chose que je puisse faire partager. J'avais envie de créer des vidéos et que, donc à la base, le fait que je me suis lancé sur YouTube, c'était pas dans un objectif de faire énormément de vues. C'était, enfin, après, si ça marchait, tant mieux. Mais pour moi, c'était vraiment surtout de créer et de faire, en fait, et de me mettre plus en action du fait que j'ai plus de difficultés, que ça, c'est le genre de choses que je pouvais faire. Et en parallèle, justement, de me mettre en action et d'avoir moyen de partager ça rapidement. Contrairement à un court-métrage qui va mettre des fois énormément de temps à faire. Et ce qui va être difficile, c'est aussi de le montrer, en fait. C'est de le faire partager parce que déjà, ça va être du format plus long, ça va moins accrocher les gens. Enfin, il y a plein d'autres raisons après, je m'égare là-dessus. Mais après, il n'empêche que quand j'ai commencé à poster, on a quand même ce réflexe à regarder un peu le nombre de vues, à surveiller ça et à essayer en fait d'alimenter ça. On essaie quand même de faire une petite pro. Moi, je suis pas dans le game, comme on dirait, de YouTube, c'est-à-dire j'ai pas du tout les Mmh. techniques et j'ai pas encore j'ai pas vraiment bien développé, j'ai pas vraiment pu mettre le temps et l'énergie nécessaire pour comment dire augmenter mon nombre d'abonnés, de vues, pour me faire vraiment voir, pour faire une bonne promo de ma chaîne. Et c'est ça et c'est comment dire, et c'est une chose qui demande beaucoup d'énergie, je pense, de ce que je vois. Euh, mais j'aimerais quand même, il y a une partie de moi qui a envie que ma chaîne prenne plus d'ampleur, ça c'est sûr. Il y a une partie de moi qui a envie que ma chaîne se développe sans. Je dirais que c'est pas l'objectif numéro un. C'est-à-dire que je ferai pas j'aimerais pas de gagner plus de vues et d'abonnements au détriment de la qualité de mes vidéos, par exemple. Je préfère quand même j'aimerais quand même essayer de garder une question, une certaine, j'aimerais quand même garder l'ambiance et la qualité que je mets dans mes vidéos, c'est-à-dire, et du coup, le temps que ça demande à faire, j'aimerais conserver ça. Mais en parallèle, justement, c'est un peu mon projet pour 2021. Je vais essayer, je vais voir comment ça se passe. Ce serait quand même de trouver justement de faire une sorte de balance sur le fait de promouvoir un peu plus de quantité avec des vidéos, mais qui soient quand même des vidéos, des formats qui m'intéressent, et des choses qui aient quand même des choses à dire intéressantes, pas juste des critiques de films, par exemple, que je puisse mettre en boucle et que je puisse en faire une par jour pour faire de la quantité, parce que c'est pas une chose qui m'intéresse personnellement. Parce qu'après, les gens qui font ça, c'est quelque chose que je comprends aussi tout à fait. C'est quelque chose qui peut être intéressant et qui peut être passionnant. Le fait d'être régulièrement actif et de donner son avis sur les films qu'on aime, ce genre de choses ou ceux qu'on n'aime pas. Moi, mais du coup, il y a une partie de moi qui a envie à ce que la chaîne se développe, qui a envie, en fait, j'ai aussi envie de faire beaucoup plus de vidéos et d'en sortir plus. J'ai envie de créer plus. Et du coup, je pense que je vais du coup tomber dans cet entre-deux. Ouais, c'est pas mon objectif numéro un, le nombre de vues et d'abonnés, mais c'est quand même une chose qui me motive à continuer YouTube. C'est une chose que j'ai quand même envie de développer. J'ai quand même envie que ma chaîne se développe et ait une plus grande audience, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que tu as des acquaintances avec d'autres confrères et consoeurs de ce milieu-là? Un petit peu ici et là, alors très peu, mais ça va être des youtubeurs qui vont être souvent alors certains souvent dans mon cas de figure en fait, c'est-à-dire les gens qui commencent tout juste et qui essaient de se développer. Mais après oui je me suis mis à Twitter. Alors Twitter j'avais jamais touché avant, j'ai galéré à trouver, mais c'était une des choses où je me disais voilà, histoire de au moins faire un peu de au moins participer un peu dans la bulle et communiquer un peu avec les autres youtubeurs et partager des choses. Je me suis mis un petit peu là-dessus. Et c'est là que j'ai surtout vu en fait le plus de youtubeurs et certains avec qui je communique ici et là. Il n'y a pas encore
de gros projets avec certains youtubeurs, mais ça peut venir à l'avenir. Je sais qu'il y a des discussions intéressantes, je sais qu'il y a des échanges, euh, mais après, ouais, j'ai pas encore, en tout cas, je me suis pas encore vraiment mis avec certains youtubeurs. Il y en a certains qui ont des petites idées, des petits projets qui viennent ici et là, et je suis très curieux de voir ça avec eux si ça se développe. Mais pour l'instant, c'est encore trop frais, j'ai envie de dire, trop. J'ai encore l'impression d'être vraiment au début de ça par rapport à ça en tout cas. Enfin, j'ai pas encore eu d'occasion particulière. D'accord. Et comment tu vois à peu près l'avenir par rapport à ton... J'imagine que tu as envie à un moment de continuer à faire des films, mais comment tu vas pouvoir travailler, enfin, comment coïncider les deux, c'est-à-dire ta chaîne Mm. YouTube qui peut prendre beaucoup de place Oui. dans ta vie et puis faire un film dans lequel il faut écrire un scénario, trouver de l'argent d'abord, surtout, Alors, avant j'ai tout. pas prévu de faire un film. Ça serait, c'est un peu trop. Pour moi, c'est même trop tôt justement. Je pense, c'est une des choses que je vois. Pareil que ça, c'est une des choses que je vois beaucoup autour. Le fait d'avoir envie de. Pour moi, ça c'est trop tôt. C'est pas une chose qui m'intéresse particulièrement pour l'instant, parce que c'est une chose qui demanderait une telle énergie, de tels moyens. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour faire de bonnes vidéos et pour faire des super petits films. En fait, pour moi, j'ai envie quand même de faire à côté des courts-métrages, mais en fait, le vrai challenge, c'est pas les autres films que je vais faire à côté. Le vrai challenge, c'est ma vie à côté, en fait, mon travail et ma vie personnelle. C'est plus ça, en fait, avec quoi je dois déjà jongler. Le fait de parce que YouTube déjà ça me prend déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et même sur la partie créatif, oui, ça occupe déjà pas mal, à part d'autres arts que je touche plus comme des hobbies, comme le dessin ou l'écriture ici et là. Mais non, moi, c'est plus ça. Après, sur la suite des choses, justement, ça va dépendre. J'ai vraiment envie de réussir à jongler comme j'ai pu le faire ici, de réussir à jongler sans que ça m'envahisse trop, justement. Et j'ai vraiment envie de développer ça. Je ne sais pas où va évoluer la chaîne. Je n'ai pas de. Je dirais que c'est ça peut-être la seule chose que je devrais régler plus, c'est de trouver un objectif un peu plus précis avec ma chaîne. Parce que là, pour l'instant, mon objectif, c'est plus le fait de créer, de faire et de la développer et de voir en fait où est-ce qu'elle m'emmène, plus que de savoir où est-ce que moi-même je vais l'emmener. Euh, donc c'est ça peut-être qui. Après, au moins, après j'ai quelques idées parce que je sais que j'ai déjà beaucoup de choses dont j'ai envie de parler toujours sur YouTube. Il y a beaucoup d'épisodes, il y a des concepts que j'ai vraiment envie de faire. Mais après, avec avec l'année qu'on s'est tapé déjà et avec l'année prochaine, on sait pas comment sur le. Je parle pas plus sur la situation, comment dire, du confinement de choses, mais je parle vraiment tout simplement sur le rythme en général, en fait, sur le temps que ça va nous donner entre notre travail, notre vie personnelle et la partie justement plus créatrice. C'est plus là que sont les vrais inconnus, je dirais. Mais après, là-dessus, ouais, j'avoue que c'est une des choses sur lesquelles je dois vraiment réfléchir un peu plus, développer. C'est sur un objectif un peu plus précis vis-à-vis de cette chaîne, autre que avoir envie de créer, de partager et de. Ouais, ça se résume à ça, créer, partager en fait.